Pussycat. Bonjour, mon Pussycat. Mais oui, tu es beau. Oh, le beau chat. Oh, mais il a attrapé un vilain rat, ce petit chat. Oh, comme c'est bien. Allez, pousse-moi que je prenne du charbon. Oh, oui, mon Pussy. Demain, Peggy, tu auras un beau poulet. Et qui est-ce qui se régalera? Ce sera mon Pussy. Allez, te mets pas dans mes jambes. Oh, mais non, tu vas pas rester dans cette cave. Allez, monte. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui a crié comme ça? Mon Dieu, il est arrivé un malheur. Oh mon Dieu. Monsieur Smith, c'est vous qui avez crié? Oui, c'est lui. Venez vite, Peggy. Dans le bureau. Il est malade? Regardez. Monsieur Smith. Quelqu'un lui a enfoncé un couteau dans la gorge. Oh, c'est pas Dieu possible. Il est mort. Ah non, il respire encore un peu. Il faut faire quelque chose. Allez chercher de l'eau, vite. Dans l'état où il est, qu'est-ce que l'eau y fera? Oh, il a bougé. On dirait qu'il veut parler. Oh, vous inquiétez pas, monsieur Smith. Je vais courir chercher le docteur. Quoi? Le professeur, c'était elle. Oh, mon Dieu, il est mort. Monsieur le professeur, on a assassiné monsieur Smith. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Oui, c'est ainsi qu'a commencé cette étrange affaire du pince-nez en or. Cette affaire dans laquelle mon ami Sherlock Holmes devait nous montrer une fois de plus son extraordinaire talent. C'était en novembre 1894. Le crime avait eu lieu vers midi et c'est à 11h du soir qu'on vint nous l'apprendre. Vous entendez, Watson, cette pluie? Oui. Le feu s'est éteint. Je commence à avoir froid. Je vais me coucher. Et vous, Holmes? Non. Tant que ce parchemin, qui doit dater du temps de Richard II, ne m'aura pas livré son scrap. C'est un palimpseste? Oui. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a écrit là-dessous. Au fond, dans la vie, vous n'êtes intéressé que par les choses qu'on vous cache. Oui, c'est vrai, je suis curieux comme une vieille fille. Voilà pourquoi vous vous êtes fait détective. Tiens, et qui peut sonner à cette heure-ci? Je vais voir. Qui est là? Stanley Hopkins, de Scotland Yard. Ah! Bonsoir, Dr. Watson. Bonsoir. Monsieur Holmes est là? Mais mon cher, par un temps pareil, tous les gens vertueux restent chez eux. Entrez, Hopkins. Quel bon vent vous amène? Dites plutôt quel ouragan. Asseyez-vous. Prenez un cigare. Merci. Et pendant que nous vous faisons une tasse de thé, dites-moi en quoi je peux vous être utile. Ah, si vous saviez, monsieur Holmes, j'ai eu une après-midi plutôt agitée. Peut-être dans les journaux du soir avez-vous lu quelque chose sur l'affaire de Yoxley? Non, passé le XIVe siècle, je ne sais plus rien. Il s'agit d'un crime qui a été commis dans le Kent, à 10 km de Chatham et à 5 km de la voie ferrée. J'ai été averti à 3 heures, j'étais là-bas à 5 heures, j'ai fait mon enquête, de retour à Charing Cross, par le dernier train, j'ai sauté dans un cab et me voici. Ce qui laisse supposer que vous ne voyez pas très clair dans cette affaire. Ah, c'est-à-dire que j'y perds complètement mon latin. Et si vous vouliez bien m'aider, un peu de feu. Merci. Voilà. Figurez-vous qu'à l'endroit que je viens de vous indiquer, une maison de campagne appelée Yoxley Hall Place a été achetée il y a 5 ans par un vieux monsieur infirme, le professeur Coram. Professeur de quoi? C'est le grand spécialiste des documents religieux trouvés dans les monastères coptes de Syrie et d'Égypte. Il est paralysé et on le transporte de son lit à un fauteuil roulant qu'on pousse quelquefois jusqu'à son bureau, qui est au rez-de-chaussée, comme sa chambre. D'ailleurs, toute la maison est de plein pied. L'année dernière, il a éprouvé le besoin d'engager un secrétaire. Les 2 premiers ne lui ont pas donné satisfaction, mais le 3e, un certain Smith, sorti récemment de l'université, lui a convenu. Et ce garçon était ici depuis plusieurs mois quand, ce matin, il a été assassiné. Où cela?
Dans le bureau. Un inconnu lui a enfoncé dans la gorge un canif à lame d'acier, que j'ai retrouvé à côté du cadavre. La cuisinière a aussitôt couru avertir le professeur qui a alerté la police. Ah. Et vous soupçonnez quelqu'un? Oui, et assez sérieusement. Mortimer, le jardinier. C'est une brute. Il avait voué une haine féroce au jeune secrétaire qui faisait la cour à une fille du pays voisin. Or, lui-même est très amoureux de cette fille. Et quel âge a ce jardinier? La quarantaine. Et la petite a 18 ans. Bien entendu, il nie avoir tué. Pourtant, quand Peggy, la cuisinière, est accourue après avoir entendu de la cave le cri de la victime qu'on égorgeait, elle a trouvé Mortimer penché sur le corps. Il jure qu'il venait d'arriver, mais dit-il la vérité? D'autre part, j'ai trouvé quelque chose qui me laisse bien perplexe. Quoi donc? Un pince-nez à monture d'or que la victime tenait serré dans sa main droite. Et ce n'était pas le sien? Non, non, il avait une excellente vue. Mortimer également. Remarquez, quand un jardinier a la vue basse, il porte généralement des lunettes en fer et non des pince-nez en or. Oui, c'est exact. Et qu'avez-vous fait de ce pince-nez? Il est là-bas, en lieu sûr, avec l'arme du crime. Vous pourrez les examiner tout à votre aise. D'ailleurs, j'ai laissé un policeman en faction. Jusqu'à mon retour, interdiction à qui que ce soit d'entrer ou de sortir de la maison. La surveillance est facile, il n'y a qu'une porte. Et toutes les fenêtres sont garnies de barreaux. Comment se présentent les lieux? Je vous ai fait un petit croquis. Ah. Tenez, le voilà. Merci. Vous voyez que dans le bureau, il y a 2 portes. Ouais. Celle-ci donne sur un office qui communique avec la cuisine. C'est par là qu'en remontant de la cave, la cuisinière est entrée. Et là, à l'autre bout de la pièce, il y a une 2e porte qui donne sur un carré d'où partent ces 2 couloirs de même longueur, chacun en oblique, formant un V. Ouais. Le couloir de gauche mène directement à cette chambre. C'est la chambre du professeur. Et celui de droite, vous voyez, à la porte du jardin. C'est certainement par ce couloir-là que l'assassin a gagné le bureau, puisqu'il ne pouvait venir que du jardin. Bien. Nous étudierons tout cela sur place. Enfin, il y a un dernier détail qui me semble important. Oui, lequel? En mourant, le secrétaire a prononcé les mots suivants. Le professeur, c'était elle. Et vous ne voyez pas ce que cela peut signifier? Non. Personne n'a pu m'apporter le moindre renseignement susceptible de m'éclairer. Le lendemain, nous prenions le premier train pour le Kent. Nous vîmes le jour se lever sur les marais lugubres de la Tamise et nous descendîmes dans une petite gare située à quelques kilomètres de Chatham. Le temps d'atteler un cheval à un cabriolet, nous prîmes notre breakfast et une demi-heure plus tard, nous arrivions à la maison du crime qui se trouvait au milieu d'un grand jardin. Le tout isolé au milieu des champs et entouré de hauts murs garnis de tessons de bouteilles. Cette grille est toujours ouverte? Oui. Il paraît que le professeur n'y attache aucune importance. Par contre, c'est lui qui a fait poser des barreaux à toutes les fenêtres, et l'unique porte d'entrée de la maison est entièrement bardée de fer. Il craint d'être attaqué. Ah, allez donc savoir. C'est un personnage si bizarre. Voyons le jardin. Ah, évidemment, après cette pluie, aucun espoir de trouver des empreintes sur le sol. C'est bon, entrons dans la maison. Salut, chef. Alors, Whitson, quoi de neuf? Oh, rien, chef. Depuis votre départ, personne n'est entré ni sorti. J'ai pas bougé d'ici. Vous ne vous êtes pas endormi, j'espère. Ben, de toute façon, le jardinier m'en aurait empêché. Pourquoi? Il a passé la nuit assis par terre dans ce couloir à gémir ou à chanter. Regardez-le. Maintenant, il s'est allongé par terre et il dort. Et entre nous, je crois que cette histoire lui a détraqué la cervelle. Dites-moi, Hopkins, hier soir, quand vous l'avez interrogé, il vous a donné l'impression d'être normal? Ce n'est certainement pas un garçon très équilibré. Qu'est-ce que c'est qui est là? Ah, c'est Peggy, la cuisinière. Approchez, madame. Approchez. Mais qu'est-ce qu'il fait à dormir ici par terre, ce vaut rien? Ne vous occupez pas, venez puisqu'on vous appelle. Messieurs? On m'a dit, madame, que vous étiez dans la cave quand vous avez entendu le cri de la victime. Oui, monsieur. Je suis remonté tout de suite, sachant pas d'où ça venait. Et dans le bureau, vous avez trouvé le jardinier penché sur le blessé. Oui, monsieur.
Je me suis laissé dire que ce Mortimer n'entretenait pas des relations très cordiales avec ce pauvre monsieur Smith. Oui. Même que j'ai oublié de dire à monsieur l'inspecteur qu'avant-hier, il y a eu une dispute entre deux. C'est tout juste si j'ai pas été obligé de les séparer. Et Mortimer, là... Oh, je sais pas si je dois le dire. Votre devoir est de nous dire toute la vérité, madame. Oh, je voudrais pas quand même lui faire du tort. Alors allez-vous parler, oui ou non? Eh ben, Mortimer a menacé monsieur Smith de lui faire son affaire s'il continue à courir après la petite Rosie. Ah. Et pensez-vous que ce jardinier soit tout à fait sain d'esprit? Lui? Oh, il est malin comme un singe. Quand il fait l'imbécile, c'est comme les ânes pour avoir du son. Mais c'est si magré, moi, j'y ai jamais cru. Tenez, le voilà qui se réveille. Allez, levez-vous. J'ai bien dormi. Raison de plus pour répondre clairement à nos questions. Quelle question? Au sujet de l'assassinat de monsieur Smith. Ah oui. Et alors? Quand Peggy, la cuisinière, vous a trouvé dans le bureau, vous étiez penché sur la victime. Je ne pouvais pas le laisser mourir comme ça. Il y a longtemps que vous étiez dans la pièce? Oh, je sais pas, moi. 5 minutes. Qu'est-ce qui vous a amené dans le bureau? Je rentrais de faire une course au village. Je traversais le jardin pour aller dans la maison, alors j'ai entendu un grand cri. Je me suis précipité, j'ai pris le couloir et, comme M. Smith continuait à pousser des gémissements, je me suis rendu compte qu'il était dans le bureau. Je suis entré pour lui porter secours. La porte était fermée? Non. Non, elle était ouverte. Selon vous, par où l'assassin a-t-il pu s'échapper? Par la porte du bureau qui donne sur l'office. Dans ce cas, on l'aurait découvert dans l'office ou la cuisine, puisque de ce côté-là, il n'y a pas d'issue. Mais en montant de la cave, je l'aurais bien vu tout de même. Il est donc sorti par l'autre porte et vous n'avez pas pu ne pas le rencontrer. J'ai rencontré personne. Dans ce cas, c'est toi l'assassin. Oh non, vous pensez pas ce que vous dites? Ah, après tout, il a peut-être enfilé le couloir qui mène à la chambre de monsieur. À cette heure-là, le professeur ne dormait pas. Si un inconnu était entré dans sa chambre, il s'en serait aperçu. Ah, évidemment. À mon avis, moi, il y a une explication bien plus simple que tout ça. Laquelle? Il s'est suicidé? Impossible. Par un geste naturel, la pointe aurait dû pénétrer d'avant en arrière. Or, la blessure a été faite d'arrière en avant et sur le côté gauche du cou. Monsieur Smith était-il gaucher? Non. Il a donc été assassiné. Avant-hier, vous avez eu une violente discussion avec la victime, n'est-ce pas? Moi? Bah non, c'est que vous avez été chercher ça. Vous l'avez même menacé de mort. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous a raconté une pareille blague? Je ne crois pas que ce soit une blague. J'ai compris, hein? C'est Peggy. Hein? C'est toi, Peggy, hein? Menteuse! J'ai dit la vérité. Elle est folle, monsieur l'inspecteur. Elle est folle et elle veut ma peau. Moi, j'en mets de la vie. C'est parce que j'ai pas voulu me marier avec elle. Alors elle raconte sur moi les pires saletés, uniquement pour se venger. Regardez-la. Allons, à vous. Mais à vous. C'est vrai, Peggy? Oh, mais c'est lui qui est fou. Et ce que je vous ai raconté sur ce qu'il a dit hier, c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Taisez-vous tous les deux. Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure. En attendant, allons visiter le bureau. Le cadavre était encore là, étendu au milieu de la pièce. Sherlock Holmes l'examina et n'en tira aucune conclusion supplémentaire. Il se dirigea alors vers la fenêtre et se pencha sur un meuble garni de tiroirs qui servait de bureau au professeur. Dites-moi, Peggy, tous ces tiroirs sont habituellement fermés à clé? Aucun, monsieur. Sauf celui d'en bas à droite. Pourtant, il est ouvert, celui-là aussi. Oh, ça, c'est curieux. C'est le seul qui soit toujours fermé à clé. Et la clé, monsieur le professeur, l'a toujours sur lui, attachée à sa chaîne de montre. Hopkins, vous en avez parlé au professeur? Non, j'avoue que ce détail m'avait échappé. Peggy, Oui. savez-vous ce que contenait ce tiroir? Non, monsieur. Il est vide. Mais pour avoir toujours été fermé à clé, je suppose qu'il contenait quelque chose de précieux.
Le professeur nous renseignera. Maintenant, voudriez-vous me montrer l'arme du crime, Hopkins? La voici, ainsi que le pince-nez dont je vous ai parlé. Merci. Oui. À première vue, ce canif ne nous apprend pas grand-chose. Ah, par contre, ce pince-nez... Ah. Oh, très intéressant. Très intéressant. Voilà un petit objet qui me semble particulièrement bavard. Pourquoi riez-vous, Watson? M'amuse à l'avance des déductions que vous allez tirer de l'examen de ce pince-nez. Et le plus fort, c'est que vous ne vous trompez jamais. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Je peux vous dire que ce pince-nez appartient à une dame élégamment vêtue. Elle a un nez assez épais et les yeux très rapprochés l'un de l'autre. Elle a le front plissé, un regard scrutateur et sans doute des épaules voûtées. De plus, je suis à peu près sûr qu'elle a eu recours à un opticien au moins 2 fois au cours de ces derniers mois. Étant donné que ces verres sont d'une puissance anormale et qu'à Londres, les opticiens ne sont pas très nombreux, on devrait assez facilement retrouver sa trace. Alors, vous m'étonnerez toujours, monsieur Holmes. Mais mon cher, ces déductions sont la simplicité même. Vous trouvez, vous? Voyons. Connaissez-vous beaucoup d'objets offrant un meilleur champ d'observation qu'une paire de lunettes? Et tout spécialement un pince-nez comme celui-ci? Il est d'une telle délicatesse qu'il ne peut appartenir qu'à une femme. De plus, il est en or et d'un galbe parfait. Il serait inconcevable que sa propriétaire ne fût pas une femme de goût, élégamment habillée. En outre, vous constaterez que les pinces présentent une ouverture très large, ce qui me fait penser que le nez de cette dame est assez épais. Bon, maintenant, regardez-moi. Là, je mets ce pince-nez, et bien que mon visage soit plutôt étroit, le centre de chacun de mes yeux ne correspond pas avec le centre de chacun de ses verres, n'est-ce pas? Oui. Donc, les yeux de cette personne sont très rapprochés l'un de l'autre. Enfin, mon cher Watson, vous penserez comme moi que les verres étant d'une épaisseur exceptionnelle, cette dame a une vue très affaiblie, et depuis longtemps, et que ses caractéristiques physiques sont certainement en rapport avec sa mauvaise vue. Un front plissé, un regard scrutateur, et les épaules voûtées. D'accord, mais enfin, qu'est-ce qui vous indique qu'elle a eu recours par 2 fois à l'opticien? Regardez. Vous voyez? Oui. Les pinces sont garnies de minuscules coussins de liège, destinés à adoucir la pression sur le nez. L'un de ces coussins est décoloré et légèrement usé. Mais l'autre, regardez, est tout neuf. On l'a donc posé tout récemment à la place de celui qui était à l'origine. J'en déduis donc que la dame est revenue une seconde fois chez son opticien. Ah, évidemment. Quand on le sait, tout cela a l'air très simple. Bon, maintenant, allons voir le professeur. Il n'y a qu'à suivre ce couloir. La porte que vous voyez au fond est celle de sa chambre. Parfait. Une seconde, je vous prie. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne? Quoi donc? De cette porte du bureau où nous sommes, partent 2 couloirs qui forment un V. Celui de droite conduit au jardin et l'autre à la porte de la chambre du professeur. Ces 2 couloirs sont identiques. Et ils sont tous les 2 recouverts d'un chemin en fibre de coco. C'est vrai. Ce dernier détail ne vous semble pas intéressant? Pas spécialement. Bon. Après tout, vous avez peut-être raison. Entrons dans la chambre du professeur et présentez-moi. La pièce était immense, et les murs entièrement couverts de rayons de livres ne suffisaient pas à contenir tous les ouvrages qui constituaient la bibliothèque du professeur. Aussi y avait-il encore des centaines de volumes empilés par terre, appuyés tant bien que mal contre les rayons. Face à la fenêtre, il y avait le lit, et, dans le lit, un vieillard au visage décharné. Dès notre entrée, il avait tourné vers nous un regard aigu, sous d'épais sourcils blancs, et sa longue barbe, immaculée, était toute jaune autour de la bouche. Une cigarette brûlait lentement au coin de ses lèvres, et l'air de la pièce était irrespirable tant la fumée était épaisse. Les présentations faites, il tendit à Sherlock Holmes 2 doigts tachés de nicotine. Soyez le bienvenu, monsieur Holmes. Qui aurait pu prévoir un pareil drame? Le pauvre Smith était pour moi un bien cher collaborateur. S'il faut que j'en essaie d'autres, et que je les mette au courant,
Autant en finir tout de suite. Je n'ai plus aucun courage. Je comprends votre émotion, monsieur le professeur. Vous fumez, monsieur Holmes? Mon Dieu, oui. Prenez une cigarette, et vous aussi, messieurs. Elles sont spécialement fabriquées pour moi par Dionodès, d'Alexandrie. Il m'en envoie 1500 chaque mois, et cela me suffit à peine. Oh, très mauvais, je sais, très mauvais, mais un vieillard n'a plus guère de plaisir. Le tabac et mes livres, voilà tout ce qui me reste. Ces cigarettes ont en effet un parfum exquis. Et le coffret est là, servez-vous. Merci. Monsieur le professeur, avez-vous une opinion sur la mort de votre secrétaire? Aucune, hélas. Il vivait ici avec nous en toute tranquillité, et il semblait heureux. On m'a parlé d'une rivalité existant entre lui et votre jardinier au sujet d'une certaine Rosie. Oui, je sais. Oh, il fallait bien que jeunesse se passe. Et comme mon vieux Mortimer l'a vu courtiser cette petite, il en a beaucoup souffert. Eh oui, l'été de la Saint-Martin. On a beau avoir 45 ans, le cœur parfois reste tristement jeune. Croyez-vous Mortimer capable d'avoir tué M. Smith par vengeance? Oh, un homme comme lui ne peut tuer que les pucerons qui courent sur les roses. Eh, j'en suis moins certain que vous. Autre chose. Vous connaissez les dernières paroles qu'a prononcées ce pauvre Smith? Mais hier, ce monsieur me les a rapportées, mais je ne m'en souviens plus très bien. Il a dit exactement ceci. Le professeur, c'était elle. Pour moi, ces mots n'ont aucun sens, monsieur Holmes. Et je suis sûr que Peggy les a mal compris. Mortimer les a-t-il confirmés? Non, il a entendu la victime murmurer quelque chose, c'est tout. Et que pensez-vous de ce pince-nez qu'on a trouvé dans la main du cadavre? Je ne suis qu'un vieux rêveur, monsieur Holmes. Poète à mes heures, et je me demande en fin de compte si ce jeune homme ne s'est pas tout bonnement suicidé en serrant dans sa main un gage d'amour. Comment ça? Eh oui! Quand vous aurez vécu aussi longtemps que moi, vous saurez que les gages d'amour ont parfois de bien curieuses apparences, un éventail, un mouchoir, un gant. Pourquoi pas un pince-nez? Oh, mais je suis ravi de voir à quel point vous aimez mes cigarettes. Et vous fumez plus vite que moi. Je vous prie de m'excuser. Oh, mais prenez. Rien ne peut me faire plus de plaisir. Oui, mais c'est la 4e. Oh, mais ce genre de conte me désoblige, monsieur Holmes. Prenez, vous êtes chez vous. Mais asseyez-vous donc. Non, merci. Non. Dites-moi, monsieur le professeur, il paraît que les tiroirs de votre bureau ne sont jamais fermés à clé. C'est exact. Sauf un, celui du bas à droite. Qui a pu vous dire une chose pareille? Peggy? Mais pourquoi a-t-elle inventé cela? Je n'ai jamais fermé aucun tiroir et mon bureau pas plus celui-là qu'un autre. Vous permettez que je l'appelle? Mettriez-vous ma parole en doute? Ah, vous écoutez aux portes, Peggy. Mais c'est très vilain, ça. Pourquoi m'avez-vous dit que le tiroir du bas à droite était toujours fermé à clé? Mais parce que c'est vrai. Votre maître affirme le contraire. Oh, monsieur le professeur. J'ignore, Peggy, à quel mobile vous obéissez en inventant de telles sornettes. Je vais me fâcher. Non, n'en faites rien. Est-il exact, monsieur le professeur, que la clé de ce tiroir demeure en permanence à votre chaîne de montre? C'est exact, une vieille habitude. Avant de venir m'installer dans cette maison, je mettais mon argent dans le tiroir en question, mais il y a belle lurette que je ne le fais plus. Les chèques sont tellement commodes maintenant. Je suis bien de votre avis. Oh, qu'avez-vous, monsieur Holmes? Ce n'est rien. Excusez-moi, un étourdissement. Oui, ce doit être l'estomac. Je n'ai rien pris depuis hier soir. Je manque à tous mes devoirs. Peggy, emmenez ces messieurs à la salle à manger et offrez-leur tout ce qu'ils désireront. J'accepte volontiers, monsieur le professeur. Excusez cette stupide défaillance. Je vous en prie. Et quand vous vous serez réconforté, si vous avez quelque autre renseignement à me demander, bien, je suis à votre disposition. J'aurais besoin de réfléchir longuement aux causes de la mort de ce malheureux Smith. Si vous le permettez, nous resterons dans le jardin, le Dr. Watson, M. Hopkins et moi, après avoir pris le lunch que vous voulez bien nous offrir. Et je reviendrai vous voir au début de l'après-midi vers 2h. Cela vous convient? C'est entendu. Cet entretien avec le professeur, vous le voyez, ne nous avait pas apporté grand-chose.
En tout cas, j'avais été très gêné par l'attitude assez désinvolte de mon ami Sherlock Holmes. Lui qui avait reçu une éducation parfaite, comment avait-il pu fumer coup sur coup 5 ou 6 des cigarettes du professeur sans y mettre la moindre discrétion? Et surtout, comment avait-il osé, tout en allant et venant à travers la pièce, jeter ses cendres par terre dans un coin? Heureusement que le professeur ne s'en était pas aperçu. Nous passâmes à table, et Peggy nous servit un excellent repas. Tout en mangeant, Sherlock Holmes bavardait avec elle. Ah, pour ça, oui, monsieur, vous pouvez le dire, monsieur. Est-ce que monsieur le professeur peut fumer? C'est pas croyable. Ben, c'est bien simple ce matin. Quand je suis rentré dans sa chambre, on serait cru dans le brouillard de Londres. Une vraie purée de pois. Il y a un inconvénient à fumer beaucoup, c'est qu'on perd l'appétit. Eh ben, c'est pas le cas de monsieur le professeur. Même à croire que toutes ces émotions, ça l'a plutôt creusé. Hier soir, il m'a demandé des œufs, du jambon et du rôti. Et pour midi, il m'a commandé 2 côtelettes. C'est peut-être bien ce qu'on appelle la boulimie des vieillards. Peut-être. Après le repas, Sherlock Holmes et moi nous allâmes flâner dans le jardin, tandis que Hopkins descendait au village pour vérifier les bruits qui circulaient sur une étrangère que des enfants auraient vue la veille au matin sur la route de Chatham. Il revint vers 2 heures et il nous confirma que la femme en question correspondait exactement au signalement que Sherlock Holmes avait supposé. Je vous remercie, Hopkins. Peggy! Monsieur? Hier matin, Monsieur Smith est-il sorti? Oui, monsieur. À quelle heure est-il rentré? Une demi-heure environ avant de se faire tuer. Bon. Messieurs, il est 2 heures. Allons, si vous le voulez bien, rendre visite au maître de la maison. Entrez. Alors, monsieur Holmes, avez-vous enfin éclairci ce mystère? Puis-je me permettre de prendre une de vos délicieuses cigarettes? Mais volontiers, voici le coffret. Oh, excusez-moi, professeur. Je suis d'une maladresse. Non, laissez Watson, non, je vous en prie. Non, je peux ramasser cela tout seul. Voilà. Ah, encore une cigarette qui a roulé dans ce coin. Je vous demande pardon, professeur. Vous m'avez posé une question? Je vous demandais si vous aviez enfin éclairci le mystère de la mort de mon pauvre Smith. Oui, professeur. Vraiment? Dans le jardin? Non. Ici. Ici? Quand? À l'instant même. Si c'est une plaisanterie, elle ne me semble guère convenir à une heure aussi grave. Je ne plaisante aucunement, professeur. J'ignore encore le rôle que vous jouez dans cette affaire, mais vous-même me le direz tout à l'heure. En attendant, je vais reconstituer les faits afin que vous sachiez quels renseignements me sont encore nécessaires. Que voulez-vous dire? Hier, une femme a pénétré dans votre bureau. Elle était venue dans l'intention de prendre certains documents qui se trouvaient dans le tiroir du bas, à droite. La serrure n'était pas forcée, donc elle avait une clé. À ce moment-là, entre votre secrétaire. Il veut l'empêcher d'emporter les documents, alors elle saisit un canif qui se trouve sur le bureau et elle le lui enfonce dans la gorge. Je suis certain que cette femme a obéi à un réflexe désespéré et qu'elle était venue sans l'intention de donner la mort à qui que ce fût. Un assassin ne se présente pas sans armes. Horrifiée de ce qu'elle a fait, elle s'enfuit comme une folle. Et comme dans la bagarre, elle a perdu son pince-nez, elle se trompe de couloir, sentant d'ailleurs sous ses pas la même fibre de coco qu'elle avait remarquée dans l'autre couloir en venant. Soudain, elle s'aperçoit de son erreur. Mais le jardinier est entré dans la maison et pénètre dans le bureau. Impossible de revenir en arrière. Elle va être découverte. Alors, elle pousse la porte qui est devant elle et elle entre dans cette chambre. Pardon, monsieur Holmes, j'étais dans mon lit. Et à qui ferez-vous croire qu'une femme ait pu pénétrer dans ma chambre sans que je la voie? Mais je ne dis pas cela. Je précise au contraire que vous l'avez vue entrer, que vous l'avez reconnue, et que vous l'avez aidée à échapper aux recherches de la police. Moi? Mais vous êtes fou!
Dans ce cas, que serait-elle devenue? Elle est là, près de la cheminée, derrière ces rayonnages de livres. Sortez, madame. Me voici. Oh, c'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est moi qui ai tué. Je suis à votre disposition, monsieur. Vous avez entendu l'exposé que je viens de faire au professeur? Oui. Et il est exact en tout point. Je n'ai pas voulu tuer, et je sais que vous me croyez. Je suis la femme du professeur Coram. Quand nous nous sommes mariés, il avait 50 ans, et moi, j'étais une jeune fille naïve. Cela se passait en Russie, à l'université. Dieu te bénisse, Anna. Nous étions des révolutionnaires, lui, moi et beaucoup d'autres. Un soir, dans une rixe, nous avons tué un officier de police. Alors, pour sauver sa vie et toucher la forte somme, cet individu nous a vendus. Certains d'entre nous ont été exécutés et d'autres renvoyés en Sibérie. Lui est venu s'établir ici, fuyant notre vengeance qu'il savait toujours possible. Or, monsieur Holmes, j'ai été déporté en Sibérie avec le seul homme que j'ai jamais aimé. Alexis a le cœur noble, une grande sensibilité, il déteste la violence. Il n'est pas révolutionnaire, et que de fois m'avait-il écrit pour que j'abandonne les rouges. Ces lettres, je les gardais, ainsi que le carnet sur lequel je notais au jour le jour mes sentiments à son égard et les oppositions de nos points de vue. Mon mari découvrit les lettres et mon carnet, il me les vola. Et le jour où, parce qu'il était avec moi, Alexis fut arrêté, ce vieillard avait entre les mains de quoi faire libérer immédiatement l'homme que j'aimais, puisque ses écrits prouvaient combien il était ennemi de la Révolution. Mais sa jalousie l'emporta et il le laissa condamner. Je viens d'être libéré. Alexis, lui, est toujours là-bas, dans les mines de sel. J'ai recherché mon mari et j'ai découvert son refuge. Alors je n'eus qu'une idée, récupérer les lettres et les carnets. Seul capable d'innocenter Alexis. J'ai payé un jeune Anglais de l'université pour te servir de secrétaire, Grégor. C'est le second que tu as eu. Mon cas l'avait touché. Il a découvert où tu enfermais les documents. Il a pris l'empreinte de la serrure. J'ai fait faire une clé, mais il refusa de commettre le vol lui-même. Alors c'est vous qui êtes venu. Vous avez pris les papiers et vous refermiez le tiroir quand Smith a bondi sur vous. Oui. Nous nous étions rencontrés sur la route et je lui avais demandé où habitait le professeur. Je ne savais pas qu'il travaillait avec lui. Il a dû prendre un raccourci et il vous a annoncé la visite de cette étrangère, n'est-ce pas, professeur? Oui. Ce qui explique les mots qu'il a prononcés en mourant. Il voulait dire « Prévenez le professeur, c'est la femme dont je viens de lui parler ». Aucun doute. Et après vous avoir annoncé cette visite, où est-il allé? Dans sa chambre, pour travailler. Laissant certainement la porte d'entrée entr'ouverte, prête à introduire la visiteuse dès qu'elle sonnerait. Mais je n'ai pas sonné, et le pire s'est accompli. Quand il est tombé, je me suis précipitée hors du bureau et je me suis trompée de couloir. C'est ainsi que je suis entrée dans cette chambre. Il y avait ce cabinet secret. Je l'y ai caché. C'était le moins que je puisse faire pour obtenir son pardon. Et maintenant, voici mes dernières paroles. Prenez ces documents, monsieur Holmes. Je les confie à votre honneur et à votre respect de la justice. Remettez-les à l'ambassade de Russie. Ainsi aurez-vous achevé l'œuvre que j'ai entreprise. Adieu, Grégor, et que Dieu nous pardonne. Watson, empêchez-la! Vite, empêchez-la! Trop tard. Elle s'est empoisonnée. Une bien lamentable histoire, n'est-ce pas, Hopkins? Oui, dans notre métier, nous avons rarement affaire à des comiques. Mais comment avez-vous deviné, Holmes, que cette femme était cachée dans la chambre? J'avais remarqué qu'il y avait des piles de livres par terre devant les rayonnages, sauf devant le corps de bibliothèque situé près de la cheminée. Alors, sans que le professeur se rende compte, j'ai laissé tomber la cendre de mes cigarettes devant ce corps de bibliothèque. Puis, nous sommes partis en spécifiant que nous reviendrions seulement à 2 heures. C'est alors que j'ai appris que depuis la veille, le professeur consommait de quoi nourrir 2 personnes. Quand nous sommes remontés, j'ai renversé exprès le coffret de cigarettes pour pouvoir inspecter le sol tout à mon aise. Et d'après les traces laissées sur la cendre de mes cigarettes, j'ai vu nettement qu'en notre absence, la femme était sortie du cabinet secret. Voilà. Combien je vous remercie, monsieur Holmes.
Qu'aurais-je pu faire sans vous? Et nous arrivons à Charing Cross. Vous allez à Scotland Yard, Hopkins? Oui, monsieur Holmes. Vous présenterez mes amitiés à ces messieurs. Quant à nous, Watson, nous allons sauter dans un cab et nous faire conduire à l'ambassade de Russie.